Bien sur l'histoire de Douna, donc cette jeune étudiante transgenre qui s'est suicidée malheureusement le 23 septembre à Montpellier. Et ça a provoqué plusieurs rassemblements, hein, notamment il y en a eu un à Lyon mardi dernier, si je dis pas de bêtises. Pourquoi quelles sont les questions qui ont émergé, Elio, au cours de ce rassemblement? C'était quoi le but de ce rassemblement pour cette étudiante? Alors, c'est un rassemblement qui a été lancé un peu dans toute la France, donc un peu lancé par Solidaire étudiante et ensuite repris par des assos trans et LGBTI. Et ce qui a été particulier dans ces rassemblements, c'est, enfin en tout cas à Lyon, ça a vraiment été l'émotion. Au début, on a quand même présenté la situation, lu le communiqué, et puis ensuite on a fait tourner la parole. Et là, il y a vraiment eu des personnes trans, plus particulièrement, qui ont vraiment pris la parole sur leurs conditions de vie. On a quelques-unes qui étaient étudiantes, on a surtout aussi qui avaient des vécus qui étaient très proches de celui de Douna, qui avaient vécu des violences médicales, qui avaient déjà fait des tentatives de suicide, et ils parlaient aussi de la solidarité qu'il y a eu entre personnes trans, mais du mépris qu'ils ont reçu des institutions qu'ils auraient pu les aider. Parce que dans le cas de Douna, c'était une jeune femme qui était étudiante, qui avait 19 ans, qui était étudiante en psychologie à Montpellier, et qui rencontrait des problèmes assez spécifiques, notamment, tu l'as évoqué, au niveau médical. C'est quoi les problèmes qu'on rencontre quand on est étudiante et trans, au niveau médical, par exemple? Alors, donc avec Douna, elle a déjà fait quelques crises suicidaires, et à chaque fois, elle a subi des violences transphobes de la part quand on allait à l'hôpital, aux urgences, tout ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun au niveau médical. C'est qu'on doit vraiment savoir, avant d'aller chez le médecin généraliste, chez le psy, on doit savoir si cette personne n'est pas transphobe ou pas. Du coup, on doit vraiment faire un tri. Et des fois, ça nous amène à déménager, à aller très loin. Moi, pour aller chez le médecin, je prends 1 heure de bus. Et en plus, quand on a des médecins qui sont pas transphobes, il faut aussi les former aux hormones qu'on prend, aux spécificités de chacune d'entre nous, parce qu'en fait, ils se connaissent pas tant que ça. Si on rajoute ça, la précarité qui est déjà existante chez les étudiants et les étudiantes en général, donc c'est encore une couche de difficulté supplémentaire, en fait. Ouais, et les petits trucs qui nous sont dédiés, comme à la fac, il y a quand même un service de santé universitaire, mais on peut pas vraiment y accéder, puisque la psy, elle est pas bien, le médecin non plus. Comment ça se manifeste concrètement pour les gens qui n'auraient aucune idée et qui nous écouteraient? Comment ça se manifeste concrètement? C'est quoi les violences médicales? C'est une façon de parler? C'est une façon de pas écouter? C'est quoi? Ouais, genre, il y a des personnes qui sont quand même transphobes et qui, quand tu vas les avoir en rendez-vous, ça peut être très dangereux parce que du coup, ils peuvent te diagnostiquer des trucs très très lourds, alors qu'en fait, ça va. Souvent chez les psys, parce qu'en fait, la transidentité, c'est vraiment une pathologie. Et du coup, après, on doit vraiment orienter les personnes trans vers des psychiatres avec un suivi qui est très lourd, avec des médicaments qui sont parfois aussi très très lourds. Alors que si on va chez des psys qui ont un minimum d'empathie avec les personnes trans, il n'y aura pas toutes ces galères et même tous ces trucs qui vont vraiment mettre en danger la santé. Et après, chez les médecins généralistes, c'est vraiment beaucoup d'incompréhension aussi de gens qui savent pas du tout qui t'es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es trans, quoi. Une pathologisation en fait de l'identité, ce qui conduit à des traitements qui sont inutiles. C'est quelque chose qui est courant. Il y a des témoignages qui vont dans ce sens aussi parmi les étudiants et les étudiantes trans. Oui, genre le terme transsexualisme, genre le terme transgenre vient de là. C'est vraiment une pathologie qui est née de plusieurs médecins en mode, comme le homosexuel en fait, c'est aussi un terme psychiatrique pour désigner ces gens-là qui ont un problème un peu intérieur d'identité. Alors qu'en fait, on n'a pas du tout une approche historicisante où on dit pas, voilà, en fait, les personnes trans sont toujours plus ou moins existé. C'est très réducteur et ça essentialise vraiment les personnes. Donc du coup, il y a une crainte d'aller voir les médecins qu'il y a à la fac, l'infirmerie ou etc. Parce que ça complique en fait les rapports. Donc ça précarise aussi l'accès à la santé, l'accès aux soins. Est-ce qu'il y a d'autres institutions avec lesquelles il est aussi plus difficile de dialoguer et dont les étudiants et les étudiantes ont besoin dans leur vie d'étudiant? Évidemment, on pense au Crous par exemple. Pareil, ça a compliqué, ça a joué dans le cas de Douna. Ouais, pour le coup de Douna, elle résidait dans une résidence rousse et donc elle a déjà fait quelques crises suicidaires et le 23, elle a eu un rendez-vous avec le Crous et où le Crous a fait un point avec elle et il lui a clairement dit que si elle refaisait une tentative de suicide, il la virait de son logement
Et effectivement, en fait, les galères de logement, c'est très commun chez les personnes trans. Il y a un quart des personnes trans qui ont des refus de logement parce qu'elles sont trans. C'est très commun. Et sur le Crous, je précise juste que le Crous dément actuellement. Il n'y a pas eu malheureusement, il n'y a pas de moyen d'étayer ça, mais effectivement, c'est ce qui revient souvent, c'est cette idée que en cas de crise suicidaire, elle serait expulsée de son logement. D'ailleurs, tu parlais de vulnérabilité, notamment au niveau du logement, mais il y a aussi les mêmes risques par rapport au travail. On sait que c'est une source de précarité pour les étudiants et les étudiantes en général de devoir travailler en plus de ses études. Pour les étudiants et les étudiantes trans, c'est encore plus dur parce qu'il y a un accès aux emplois qui est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est le cas aussi pour les étudiants et les étudiantes trans? Ouais, il y a énormément en fait de personnes trans qui sont au chômage. Et ce qui est étonnant, parce que j'ai vu des chiffres il y a pas longtemps, ça vient de la Belgique, qui disaient qu'il y a pas mal de personnes trans qui vont faire des études. Enfin, il y a plus de personnes trans qui sont diplômées que la moyenne générale. Pourtant, ça veut pas dire que derrière, on a vraiment de l'emploi assuré. Au contraire, en fait, on est beaucoup plus confronté au chômage que les personnes cisgenres en général. Du coup, ce qui fait qu'on doit, pour se démerder, toucher quelques aides, tout ça. Sauf qu'une fois arrivé dans ces institutions, la CAF ou n'importe quoi, les personnes ne comprennent pas aussi la transidentité. Du coup, c'est compliqué aussi de revenir là-dessus et de se faire accepter pour des démarches qui semblent de base assez faciles. Nous, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Jules parlait d'autres institutions qui peuvent bloquer les aides sociales. Donc les personnes trans sont très dépendantes des aides sociales du fait de ces discriminations à l'embauche, au logement, etc. Et donc il y a aussi des problèmes avec ces institutions-là. On parlait du Crous, mais on peut parler aussi de l'assurance maladie, toute cette aide sociale. La CAF, voilà. C'est aussi des problèmes qui sont récurrents. Je sais pas si toi-même ou des personnes que tu connais, on peut te donner des témoignages qui allaient en ce sens-là. Mais en fait, toutes les démarches administratives dépendent aussi beaucoup de l'état civil. Or, moi, je suis une meuf trans, mais selon l'état civil, je suis sexe masculin et souvent les personnes trans n'ont pas un prénom. Le prénom d'état civil est différent de celui du prénom d'usage. Ce qui fait que quand tu arrives dans un rendez-vous administration, c'est vraiment marqué, t'as pas le bon genre, t'as pas le bon prénom. Il y a tout mal. Et du coup, vu que les personnes généralement sont pas très renseignées sur la transidentité, ça se passe mal. Et même ça va dans des grosses galères. Je sais que dans le milieu universitaire, il y a l'exemple de Karine Espinara, qui est une chercheuse qui a fait en sociologie, qui est géniale, qui ça fait des années qu'elle travaille sur les questions trans, qui a publié plein d'ouvrages, qui suit beaucoup d'étudiants et puis qui est très sympa. Et là, actuellement, elle est plus dans le système universitaire parce qu'elle n'a pas été titularisée alors que ça fait un moment qu'elle est là. Elle touche le RSA. Et elle a beaucoup de galères d'ailleurs avec le RSA. Voilà. Tu parlais d'état civil. C'est compliqué aujourd'hui en France de faire changer son état civil? Ouais, en fait, ça dépend beaucoup de la mairie dans laquelle tu habites. Du coup, quand on est étudiant, souvent on change de ville. Du coup, ça complique énormément la chose parce que du coup, ça dépend de là où tu es né. Et là où tu es né, c'est aussi ton foyer familial. Et la majorité des personnes trans, ça se passe pas très bien avec la famille. Du coup, ça te ramène à renvoyer ta famille, qui est compliqué, ramener à la mairie, qui est encore compliqué, pour faire ce changement. Et un changement de prénom, il peut prendre plusieurs mois. Et la mairie peut te refuser un changement de prénom pour n'importe quelle raison. Du coup, le changement de prénom, c'est un peu plus facile que de changer la mention de sexe à l'état civil. Et ça, on voit que la majorité des personnes trans vont pas changer le sexe sur leur carte d'identité. Faut passer encore par un tribunal, c'est ça, pour changer le sexe à l'état civil? Il y a quelques années, par contre, fallait vraiment fallait qu'on soit stérilisé et qu'on ait des changements irréversibles sur notre corps pour changer de sexe à l'état civil. Moi, j'avais une question, c'était par rapport au rassemblement. Ces rassemblements qui ont eu lieu un petit peu partout en France, donc à Montpellier, à Lyon évidemment, il y avait au-delà de la question évidente de la visibilité et d'apporter de la visibilité à ces situations-là qui en ont très peu. Est-ce qu'il y avait des revendications particulières? Est-ce qu'il y a des perspectives de solutions, de choses qui sont demandées pour que ça se passe mieux? Donc nous, notre rassemblement, tout le rassemblement en France, c'était vraiment axé sur la transphobie, et puis particulièrement aussi sur la transmisogynie, puisque les femmes trans connaissent aussi des galères qui lui sont particulières, qui ne sont pas communs aux autres personnes trans, et sur la précarité étudiante. Du coup, on voulait vraiment lier les deux. Du coup, nos revendications, elles sont les mêmes depuis novembre concernant le Crous, arrêter que les logements soient insalubres, qu'il y ait plus de place, que les bourses augmentent en nombre et en montant aussi. Tout ça, c'est des mesures qui sont vraiment concrètes pour aider les étudiants. Et aujourd'hui, on voit que le Crous, concrètement, il fait rien. Et après, sur les personnes trans, il y a vraiment des trucs qui sont plus larges sur déjà l'autodétermination par rapport qu'on puisse faire des changements libres, gratuitement,
sur ces trucs qui vraiment nous empêchent d'avoir des liens avec l'administration, tout ça. Mais aussi qu'on puisse aussi accéder à des traitements hormonaux, à des opérations, pour qu'on puisse enlever nos poils, faire des mamecs, mais tout ça sans payer et que ça passe bien, sans obligation de suivre des psychiatres. Donc, actuellement, pour tout ce qui est du domaine de la transition, pour les épilations, etc., la mammectomie, tout ça, c'est pas remboursé et en plus, il faut suivre un psychiatre. C'est ça la situation actuellement? Alors en fait, concernant les parcours trans, en fait, il y a quelques années, il y avait vraiment rien. Et dans ce flou et dans ce vide intersidéral, il y a une association de médecins qui est montée et qui a dit nous on est les spécialistes, on va avoir le monopole du truc. Ça s'appelle la SOFECT, qui a été renommée il y a pas longtemps la FPAF. Et du coup, cette association de médecins, donc cisgenre bien sûr, se revendique spécialiste. Et si tu viens, genre si moi j'y vais en mode salut, je suis trans, ils vont me dire va voir un médecin généraliste, ensuite va voir un psychiatre. Et donc le psychiatre, ça va durer entre 6 mois et 1 an pour qu'il me file une ordonnance pour des hormones, plus voir un endocrinologue. Du coup, tout ça, ça prend du temps. Et c'est vraiment, il y a vraiment cette notion de gatekeeping. C'est-à-dire qu'en fait, les ressources, donc les hormones, mais aussi l'épilation, etc., ces ressources, elles sont réservées à des personnes extérieures. Et nous, on doit quémander à ces personnes-là de bien vouloir nous signer une ordonnance pour qu'on puisse y accéder. En fait, c'est tout aussi le principe de la médecine aujourd'hui, mais nous, c'est vraiment, les clés, on peut pas les avoir pour accéder à ces ressources-là. Toujours sur la médecine, on parlait tout à l'heure de tentatives de suicide, de santé mentale. Il y a aussi des revendications de plusieurs assos de personnes trans. C'est aussi sur le remboursement de la santé mentale, parce que je vois que les chiffres sont assez effrayants. C'est des chiffres d'études américaines, donc je sais pas s'il y a des équivalents en France, mais il y a 26 fois plus de suicides chez les femmes trans que chez les femmes cisgenres. 26% des femmes trans consomment régulièrement des drogues. La moitié en fait une tentative de suicide. Et du coup, dans ce sens-là, pour essayer de diminuer un peu ces problèmes, ils demandent aussi un remboursement intégral des psychologues et des psychiatres, ce qui est pas le cas aujourd'hui, c'est le cas pour personne en fait aujourd'hui. Ouais. Oui, si on rajoute à ça, en effet, oui, le psychologue c'est pas remboursé, et les CMP sont saturés un petit peu partout, donc les centres médicaux psychologiques, je crois, psychiatriques, sont saturés un petit peu partout, donc il y a aussi, de toute façon, oui, un problème d'offre de soins, dans l'absolu, et là pour tout le monde, même pour tous les étudiants. On peut peut-être d'ailleurs passer aussi, généraliser un petit peu sur la précarité étudiante en général. Sur cette affaire, malheureusement, ça fait écho aussi à l'affaire l'année dernière de Anas. Je pense que tout le monde s'en souvient ici, qui s'était immolé devant le Crous. Encore le Crous était impliqué. Donc là, on n'est pas là sur les questions de transidentité. En revanche, la question de la précarité, il y a des similitudes qui sont assez marquantes sur le Crous, sur les aides, sur les difficultés à dialoguer avec les instances de l'État ou les instances du Crous, etc. Ces questions-là, elles sont aussi marquantes à la fac, à cette rentrée-là. Ça vous a... Par exemple, cette année, comme à chaque fois à la rentrée, on a énormément d'étudiants qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas de logement. Et du coup, vu qu'on est un syndicat étudiant, ils se tournent vers nous. Mais du coup, il y a toujours un nombre assez impressionnant de personnes qui... on est déjà début octobre et qui ont toujours pas de logement. En plus, c'est une situation qui touche en particulier les populations qui vont être plus précarisées que la moyenne de manière générale. Notamment les étudiants étrangers sont vraiment surreprésentés dans les personnes qui n'ont pas de logement. Parce que pour beaucoup d'eux, ils arrivent, ils n'ont pas forcément de personnes qu'ils connaissent chez qui peuvent loger. Le Crous leur dit désolé, on n'a plus de place, reviens plus tard, peut-être on aura un truc. Donc voilà. Puis même, n'importe qui peut être touché par ça, et du coup c'est encore un de nos principaux fronts en ce moment. Chevaux de bataille. Ouais, voilà, par exemple. Mais du coup là, par exemple, au niveau de Solidarité étudiante Lyon, on réfléchit à ce qu'on peut faire comme action par rapport à ça, parce que c'est un problème qui est assez dramatique, quoi. Puis comment tu veux faire des études dans des bonnes conditions quand tu passes ton temps à dormir à droite à gauche, à passer 2 nuits chez un pote par-ci, 2 nuits chez quelqu'un par-là. C'est pas des conditions pour faire ses études, quoi. En plus, vu que c'est des personnes qui ont pas de revenus, c'est généralement des personnes qui vont être boursières. Et donc, si c'est des personnes qui vont être boursières, elles ont une obligation d'assiduité en cours, parce que si elles ont trop d'absences injustifiées, elles vont devoir rembourser leur bourse. Donc c'est vraiment un cumul de facteurs qui rend la poursuite des études particulièrement difficile, surtout en des bonnes conditions.
un facteur qui aussi est important à mon sens, c'est le facteur de l'isolement, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de situations, celle de Douna, celle d'Anas, etc. C'est des étudiants et des étudiantes qui sont parfois en rupture familiale, qui n'ont pas de ressources matérielles, et qui risquent aussi de se retrouver à la rue. Comment concrètement au quotidien vous faites pour faire face à ces situations-là? Ben, ça nécessite même pas forcément d'être en rupture familiale. Il suffit de pas habiter dans la ville de ses études déjà pour pas pouvoir dormir chez ses parents le soir ou ce genre de choses. Et comme on voit l'inégalité des répartitions des universités sur le territoire, qui vont être encore accentuées, j'imagine, avec les fusions machin et le fait de vouloir créer des grands pôles, tout ça, au lieu d'une répartition plus égale dans le territoire. Donc, il y a même pas besoin d'être en rupture familiale. Et puis même les réseaux qu'on a, c'est les réseaux des camarades, de promo ou des amis ou quoi. Et nous, on est tous dans la même galère. On a des apparts étudiants minuscules. On n'a pas forcément de quoi loger des camarades qui sont dans le besoin de logement, quoi. Donc, et ça, c'est pour les gens qui ont des réseaux d'amis ou ce genre de choses, et pas des personnes qui sont en total isolement et qui ont pas de personnes qu'elles connaissent suffisamment pour dormir chez eux, quoi. Sur la précarité, il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup dans les luttes étudiantes depuis plusieurs années, c'est la question du travail à côté des études. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais ça reste quelque chose d'assez important, parce qu'on sait que les étudiants et les étudiantes qui doivent travailler à côté de leurs études réussissent moins. Est-ce que c'est toujours un combat à mener pour les syndicats étudiants? Est-ce que vous avez toujours la revendication d'essayer de faire qu'il y ait aucun étudiant, aucune étudiante qui doivent travailler à côté de ses études? Carrément. Enfin, c'est un objectif, mais on en est loin. Vu que déjà, il y a la moitié des étudiants qui travaillent au cours de l'année scolaire en plus de leurs études. Et si on rajoute les gens qui travaillent l'été, on est à quelque chose comme 90% d'étudiants qui travaillent à un moment dans l'année. Et les gens qui travaillent l'été, c'est pas négligeable non plus, vu qu'on a pu le voir avec le Covid et le fait que plein d'étudiants n'ont pas pu travailler l'été et ça les a mis dans la merde. Donc on est à 9 étudiants sur 10 qui doivent exercer un travail rémunéré au cours de l'année pour pouvoir subvenir à leurs besoins de leurs études, et la moitié qui doivent faire ce travail en même temps qu'ils ont leurs études. Donc évidemment, quand on travaille, qu'on rentre du travail fatigué, ce genre de choses, on est moins à même de mettre toute son énergie dans les études. Donc il y a des taux d'échec beaucoup plus élevés pour les personnes qui travaillent en parallèle, quoi. Et les bourses, elles sont largement insuffisantes, comme on le sait. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres choix que de travailler. Et cette année, vas-y. Est-ce qu'il y a déjà les ferments parce que je me pose toujours la question est-ce qu'il y a déjà les ferments d'une révolte à venir, là? Est-ce que non, mais est-ce qu'il en est question à un moment, va falloir faire quelque chose? Peut-être pas le blocage en effet de la fac, c'est déjà assez compliqué comme ça, mais peut-être autre chose, des actions de visibilité aussi de parce que c'est ça qui est assez terrible avec la question de la précarité étudiante dans l'absolu, c'est qu'elle est vécue par une partie de l'opinion publique comme normale. Les étudiants galèrent, c'est normal, quand on est jeune on galère, mais elle a pris des proportions relativement terrifiantes. Comment on essaie comment montrer ça? Est-ce qu'il y a des pistes, des idées, Je me risquerais pas à annoncer la révolution parce que c'est un peu hasardeux quand même. Donc pour l'instant déjà on essaye de se mobiliser. Cette année c'est particulièrement compliqué vu que pour des raisons de Covid, tout ça, les contacts entre les étudiants et tout sont forcément limités. Donc pour essayer de lancer des mobilisations, tout ça, c'est quand même particulièrement pas une période propice, quoi, même si on essaye parce que beaucoup de gens sont dans la merde et tout. Et puis il y a le fait qu'aussi la précarité étudiante, elle est plus que étudiante. Enfin maintenant beaucoup d'entre nous, même après avoir obtenu notre licence, notre master, on restera tout aussi précaire. Donc je veux dire, à la limite, s'il y avait une porte de sortie au fond, ça pourrait être une précarité qui est supportable, dans le sens de ok, on mange des pâtes pendant quelques années, mais après au moins on peut vivre décemment. Mais là, c'est des perspectives qui s'amenuisent de plus en plus. Donc et c'est aussi ça qui je pense renforce l'impression d'inéluctabilité de la précarité, quoi.
On peut peut-être passer à la question justement du Covid parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois. Cette rentrée, effectivement, elle est particulière. Alors, je sais pas du tout comment ça se passe précisément à Lyon 2, mais d'une université à l'autre, il y a des variations énormes. On a vu, je crois que c'était sur Mediapart, un article sur la rentrée universitaire, une fac à Paris qui a mis en place un système de vignettes pour savoir quels étudiants avaient la vignette bleue ou la vignette orange. Ils allaient dans telle ou telle salle. D'autres facs ont tout fait passer en télé, en cours à distance, en visio, mais avec des logiciels différents. Moi, je connais quelqu'un qui a 3 logiciels différents pour accéder à ses cours à la fac. Enfin, c'est un bazar incroyable. Le gouvernement a dit débrouillez-vous, c'est la responsabilité individuelle des facs. Alors, on pourrait commencer par une première question. Vous, ça se passe comment déjà l'une et l'autre? Les cours, il y a du présentiel, il y a du distanciel. Comment ça s'est bricolé tout ça? Alors en vrai c'est le bordel. Enfin, genre la fac elle a rouvert que le 24 août et depuis ils réfléchissent depuis le 24 août. Alors du coup nous on est arrivé en septembre. Il y avait plutôt, il y avait des traces au sol pour dire qu'il fallait bien aller à droite dans ce sens et aller à gauche dans ce sens, mais plus il n'y avait pas vraiment grand chose. J'en ai donné des masques au L1, mais les L2, L3, master, je sais pas où ils sont. Et clairement c'est un peu là en roue libre. Enfin moi dans ma promo on est 80, du coup bon ça va. Qu'en entrepôt on n'est pas beaucoup, ça sert un peu à rien quoi. Du coup on est vraiment pas beaucoup et du coup on peut avoir des sièges de libre. Mais dans des filières comme la psycho ou les autres qui sont vraiment surchargés, là, il n'y a pas un siège de distance, tout le monde est à côté. Comme sur Twitter, il y a le hashtag Balance ta fac, où les étudiants eux-mêmes posent des photos dans les couloirs quand ils se croisent en sortant d'un amphi et les autres en rentrant, où tout le monde est avec les coudes comme ça. Et les masques, des fois, t'en as marre, du coup tu l'enlèves. Quand tu manges, tu fumes une clope, tu l'as plus. On est vraiment tout le temps entassés et les gens n'ont pas vraiment... Donc l'administration n'a pas vraiment eu le réflexe de se dire de prendre un peu les devants, sachant qu'en plus, là ils font beaucoup de présentiel, mais s'ils mettent en distanciel, ça va être autant être le bordel, parce qu'il y en a qui n'ont pas tous des ordis, qui vont beaucoup travailler s'ils sont plus à la fac, et donc c'est vraiment la merde. Déjà, par exemple, Lyon 2, il y a 2 campus. Nous, sur notre campus à Bron, je peux pas parler pour les quais parce que les sciences sociales, on n'est pas assez bien pour être en centre-ville. Mais du coup, si, il faut aller jusqu'au master. Il faut aller à Lyon 3. Ouais, les masters de sociologie, ils sont quand même à Lyon 2, à Bron. Ah oui, mais c'est les sociologues aussi. Faut mieux les laisser loin. Sciences politiques aussi. Déjà, même de base, avant le Covid, on n'avait pas la place. Avec l'augmentation des effectifs étudiants, on était déjà entassés dans les couloirs. C'était une vraie galère. Alors, respecter des distances de sécurité. Ils peuvent bien mettre des sens de circulation. Les distances de sécurité, elles seront quand même pas respectées parce que c'est pas matériellement possible, en fait. Et Lyon 2 a fait le choix de, pour l'instant, essayer de faire un maximum de présentiel. Mais, par exemple, nous, pour les CM, ils sont coupés en 2, avec censé être la moitié de l'effectif qui le suit en streaming depuis la maison, et l'autre moitié qui est dans les amphis. Comme ici, en fait, il y a moitié sur Twitch et moitié en salle. Je crois que les profs sont pas encore passés à Twitch. Mais franchement, c'est... On pourrait financer les cours avec les dons sur Twitch, d'ailleurs. Mais oui, mais Jeff Bezos attend que ça, hein. Je rappelle que Twitch, ça appartient à Amazon. Mais du coup, par exemple, il y a déjà eu des cours qui n'ont pas pu être retranscrits parce que les profs ne sont pas formés au logiciel. Donc, ils savent pas comment les faire marcher. Puis déjà que les connexions Internet sont pétées à la fac. Voilà. Et puis déjà qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner les rétroprojecteurs quand il faut projeter des trucs. Genre faire fonctionner un live en streaming alors qu'ils n'ont jamais été formés au logiciel. Ça, plus le fait qu'il y a des profs qui ont pas envie parce que soi-disant ils s'inquiètent pour leur propriété intellectuelle ou je sais pas quoi. En vrai, je pense ils assument pas de raconter de la merde. C'est ça. Ah ouais, mais donc ils ont pas appris à le faire pendant le confinement. Ils ont pas retenu. Ah non, mais c'était n'importe quoi pendant le confinement. Il y avait beaucoup de CM qui avaient juste pas lieu. Ils envoyaient les diapos en mode voilà les cours. Non, c'était en roue libre totale. Le test, c'est exceptionnel. D'habitude, on tape pas sur les profs ici. Ce soir, on peut un peu. D'autant plus qu'il faut préciser que c'est quand même une rentrée particulière parce qu'il y a énormément d'étudiants par rapport à l'année précédente du fait du confinement et du bac qui a été facilité avec le confinement. Il y a énormément d'étudiants cette année à la fac, ce qui aurait rendu de toute façon la rentrée compliquée, même sans les restrictions liées au Covid. Donc, on est dans cette situation-là. S'il y a des différences même entre les filières, parce que tu disais on n'est pas beaucoup, nous on est beaucoup, mais si vous parlez à des camarades qui sont, je sais pas, en droit ou en infocom, etc., vous avez des process différents qui sont mis en place. Oui, parce que c'est la responsabilité du directeur de département, les mesures sanitaires.
de composantes. C'est ça. Donc, il y a par exemple d'autres UFR où on a des retours comme quoi il y a des profs qui veulent pas les rediffuser du tout. Enfin, il faut juste le regarder au moment où le cours a lieu, mais il y aura pas de rediffusion après, de possibilité de le revoir. Alors déjà que c'est pas toujours facile de suivre 1h45 de CM en amphi, mais alors s'il faut le suivre depuis son ordi et qu'on peut même pas le revoir après, ça va être un peu compliqué. Et le motif invoqué, c'est quoi? C'est faut être là à l'heure et puis c'est tout. Enfin, il y a un argument derrière, il y a une logique. Soi-disant qu'ils s'inquiètent que si jamais les cours sont diffusés, que je sais pas. Nous, on nous a qu'il y ait sorti. des détournements. Oui, que si ça se trouve, ils se retrouvent à être vendus en ligne. Genre, on nous a sorti ça en conseil du FR. Enfin, moi, je me suis dit, si jamais il y a des gens qui payent pour acheter vos cours, vous devrez être flattés, en fait. Donc il y a peut-être un business juteux là. Ouais. En même temps, on a vu qu'il y a peut-être une crainte des propos qui peuvent être tenus en cours. Bon, je sais pas à Lyon 2, mais on a vu un prof de droit dans je sais plus quelle fac parisienne qui faisait des comparaisons entre l'homosexualité et la zoophilie. Et avec le fait que son cours ait été diffusé, enregistré, les propos ont pu fuiter. Il alors... me semble que c'était filmé au portable, non? Non, c'était filmé au portable sur un ordinateur qui retransmettait le cours. Justement, c'est bien la preuve que ils ont pas besoin que leur cours soit accessible en rediffusion pour pouvoir être balancé sur Internet. Ils racontent de la merde. Alors franchement, il y a pas de raison de ne pas le faire. Vous avez des contacts avec des gens d'autres facs qui vous expliquent un peu comment ça se passe ailleurs aussi qu'à Lyon 2? Même à Lyon, hein, je sais pas, à Lyon 1 ou à Lyon 3. Bien solidaire. On a des retours d'à peu près d'endroits divers dans la France, mais on va dire que c'est toujours un peu les mêmes trucs. Bon, après, il y en a qui ont des TD en distanciel, il y en a qui ont pas de TD en distanciel. Je pense les TD de langue en distanciel, ça doit être assez sympa niveau inutilité. Donc voilà, il y en a qui ont plus de présentiel, d'autres moins, mais dans l'ensemble, c'est la merde partout. Donc voilà, il y a déjà... Pire rentrée, quoi. Pire rentrée depuis des décennies. J'étais pas à la fac il y a des décennies, mais je pense... Ouais, moi oui. Très bien. Enfin non, pas très bien d'ailleurs. Et à ça, on passe sur la LPPR ou on a fait le Covid là? On a fait le Covid, c'est bon. On a fini le Covid, c'est annulé. Voilà. Très bien. Ouais d'ailleurs non on a fini le Covid. LPPR alors moi ce qu'on voulait vous demander, vas-y je t'en prie parce que Donc la LPPR, je rappelle, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Donc, alors ils ont changé de nom maintenant, c'est LPR, juste loi de programmation de la recherche. C'est plus pluriannuel, c'est monoannuel. Non, je sais pas, maintenant. peut-être pour faire baisser les hashtags Twitter sur LPPR, je ne sais pas. Donc une loi qui a fait pas mal parler dans le monde de la recherche, justement parce que c'est présenté comme un énorme financement pour les chercheurs, mais en fait ça entérine un peu une précarisation des enseignants. Ça favorise les contrats courts, les contrats de projet, et ça entérine le fait qu'il y ait une concurrence, il doit y avoir une concurrence entre les projets au détriment de la recherche fondamentale. En fait, on travaille pour un projet, pour une entreprise, pour une collectivité qui nous demande de faire quelque chose. Bon, ça c'est pour les enseignants-chercheurs, mais pour les étudiantes et les étudiants, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? On aura probablement des conditions encore plus nulles, vu que, en vrai, la LPR, du coup, elle s'inscrit dans la continuité de politiques qui se font déjà. Donc, les conséquences de la précarisation des enseignants-chercheurs, la libéralisation de la recherche et de l'enseignement, c'est des choses qu'on voit déjà. On a déjà des profs, par exemple, qui se plaignent de pas avoir suffisamment de temps pour faire de la recherche parce qu'ils sont occupés à faire des tâches administratives à tout va, ce genre de choses. Donc à monter des dossiers pour trouver des financements, ils sont en concurrence les uns avec les autres, etc. Oui, non, mais par exemple, si on ajoute à ça le fait qu'il y a un manque cruel de personnel à la fac de manière générale qui va pas s'arranger avec la LPR du coup. Puis aussi au niveau des doctorants et des jeunes chercheurs précaires, non titulaires, tout ça, la titularisation va devenir encore plus difficile et des gens qui sont déjà en galère. Et quand on a des profs qui eux-mêmes ont du mal à finir les fins de mois, doivent travailler à côté parce que sinon, vu qu'ils seront payés dans super longtemps de façon incertaine, tout ça,
c'est forcément pas des conditions optimales pour préparer des cours et pas des conditions optimales pour recevoir l'enseignement nous en face, quoi. Donc à ce niveau-là, on voit les conséquences et on continuera à les voir de façon encore plus accentuée. Et puis, ouais, même de manière générale, le concept des enseignants-chercheurs, c'est qu'ils font de la recherche et que ça nourrit leur enseignement. Là déjà, il y a un peu un abandon de l'enseignement et une valorisation de la recherche, mais juste la recherche d'excellence qui peut mener à des projets. Classement de Shanghai, hein. Ouais, non, mais voilà, genre, c'est pas parce que. Enfin, déjà, c'est pété le classement de Shanghai, vu qu'on Est-ce qu'on peut expliquer ce que vous connaissez tous le classement de Shanghai? Non. C'est un classement qui classe les universités, soi-disant pour voir genre ce seraient lesquelles les meilleures ou je sais pas quoi, mais déjà ça se base sur des critères comme le nombre de prix Nobel qui en sont extraits ou quoi. Enfin déjà en sciences sociales par exemple, il y a pas de prix Nobel de sociologie. Du coup, une fac qui a un super bon département de sciences sociales, bah c'est pas du tout valorisé dans le classement de Shanghai. Donc bah déjà qu'ils aiment pas trop la sociologie parce que ça dit pas la même chose. Personne n'aime la sociologie. Et le classement de Shanghai, il se base aussi sur les citations des auteurs qui sont dans les facs. Un prof qui va faire une publication, le classement va voir le nombre de fois où son article a été cité dans la littérature pour dire ah bah ça c'est une fac, les profs, leur production elle est abondamment citée. Donc ce que font certaines personnes, notamment je crois que Raoult faisait ça. J'allais dire, il est où Didier Raoult dans le classement de Shanghai? C'est ça. Et ben justement des personnes qui signent des articles à tour de bras. Dès qu'il y a un article dans leur département, même s'ils n'ont pas regardé ce que c'était, ils signent, ce qui fait que, bah, forcément, leur travail est énormément cité, vu qu'ils signent des dizaines et des dizaines de papiers chaque année. Et c'est comme ça que certains établissements peuvent se retrouver assez haut dans ce classement. Enfin bref. Comme tout classement, il y a des indicateurs qui sont discutables, qui sont critiquables pour le faire. Et donc, c'est parfois considéré comme un peu l'alpha et l'oméga de ce qui est décidé comme étant une bonne fac ou une mauvaise fac. Voilà, c'est pour ça que ce classement pose autant de problèmes. Niveau recherche, ça a des conséquences vu que ça mène à la multiplication des micro sujets d'études pour pouvoir faire plein d'articles qui soient directement genre je fais une enquête, paf, je sors mon article sur ce sujet, hop, je fais un nouveau truc, je ressors un truc. Ça favorise pas du tout les travails de long terme qui permettent bah, déjà Enfin voilà, d'explorer les dynamiques sociales, parce que moi je parle de ce que je connais la sociologie, mais genre plus en profondeur que juste une enquête de terrain, un article, je passe à autre chose, ou dès qu'il y a le moindre truc différent, je fais un article, plus le fait de... Enfin, à la limite, les gens qui signent des articles qu'ils n'ont pas écrits, c'est genre le moindre mal, parce que... Au moins, ça influence pas la recherche, juste ils signent des trucs, et c'est absurde, et on se retrouve avec un article écrit par 5 personnes, juste histoire qu'il y ait leur nom qui apparaisse. Mais voilà, genre au niveau de la recherche, ça a vraiment... En sociologie comme ailleurs, du coup, oui, moi, je sais pas si on peut parler de recherche fondamentale dans la sociologie, mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire il est plus compliqué d'aller sur les fondamentaux, quoi. Il faut toujours qu'il y ait une application concrète, parce que derrière, par une entreprise, voilà, par une derrière il y a un collectivité. donneur d'ordre qui veut un truc, voilà. Ah oui, parce qu'en plus, si en sociologie on parle des projets qui risquent d'apporter le plus de financement, je pense qu'un truc sur la radicalisation dans les quartiers, ça chope plus de financement qu'un truc sur le racisme étatique ou ce genre de bail. Donc Ou un travail critique sur la police. Oui, par exemple. Donc c'est le genre genre de travaux qui peuvent être permis par des chercheurs qui sont déjà établis et qui ont peut-être déjà eu leur établissement à l'époque où c'était moins pire. Mais genre si je suis une jeune chercheuse, je peux pas faire une enquête sur un très long terme sur la police. J'ai intérêt à avoir un taf à côté parce que c'est pas ça qui va payer. Alors un doctorant, c'est un chercheur déjà, hein, c'est un étudiant chercheur, on va dire. Mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que la LPPR va changer pour les gens qui sont en licence encore, qui font pas encore de recherche et qui pour l'instant juste veulent suivre des cours? Bah probablement des équipes pédagogiques plus précarisées et qui tournent plus aussi. Parce que si je pense des gens ils perdent leur poste d'enseignant-chercheur parce que ils ont pas eu des projets assez vendeurs, ce genre de choses, bah ils vont avoir des équipes qui tournent davantage. Et puis bah de manière générale, on est toujours vers une précarisation des enseignants. Donc en plus
de tourner plus tout ça, ils seront dans des plus mauvaises conditions, ils auront moins de temps à consacrer à l'enseignement qui est en plus pas du tout valorisé dans les critères de la LPR là. Donc je pense que ça va. Frédérique Vidal, elle a dit qu'elle avait mis du pognon hein, quand même. Bah elle pourrait mettre le pognon ailleurs, genre pour embaucher des gens, ce serait bien. Genre pour que les facs elles tournent, il faut qu'il y ait des gens pour les faire tourner et pas bénévolement. Donc ça serait pas mal. Payé 10 mois après, en contractuel. Ça affecte la qualité des cours, genre il y a des cours annulés parce que le prof, je sais pas quoi. Bah déjà, il y a beaucoup de cours où on perd genre un quart d'heure au début parce que les profs, ils ont pas encore leur contrat, donc ils ont pas encore les accès pour ouvrir les salles sur leur carte, machin. Du coup, il faut qu'ils fassent le tour des salles pour aller demander à des profs qui ont déjà leur contrat, leurs accès, s'ils peuvent ouvrir la salle. Donc ça, c'est le sketch à chaque fois, surtout au début des semestres. Bah, sans parler du fait que, genre, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cours qui commençaient pas la première semaine parce qu'ils avaient pas trouvé de personne pour le faire, parce que les conditions sont tellement nasses que personne ne veut aller les faire. Puis, du coup, on a des enseignants qui acceptent un peu le premier poste qui vient parce qu'ils veulent manger. Et du coup, c'est pas forcément un truc adapté à leur domaine de compétences, tout ça. Donc, Tu veux dire qu'il y a des mauvais, quoi, du coup? Bah même sans dire qu'ils sont mauvais, ils font un cours que n'importe qui aurait pu faire en se renseignant sur le sujet. Mais je dis pas que leurs cours sont forcément mauvais, ils peuvent être adorables ou quoi aussi, hein. Mais je veux dire, on perd aussi en intérêt si les gens acceptent les postes par défaut parce que il faut qu'ils aient un truc. Et puis après, genre pendant les 5 minutes où ils nous parlent de leur sujet d'étude, là, c'est tout à coup beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant parce que c'est justement leur sujet d'étude. Est-ce qu'il y a des convergences quand même parce que là bon on a critiqué aussi un peu les profs aussi à un moment mais c'est toujours aussi difficile parce que moi c'est ça qui revient souvent sur les mobilisations étudiantes c'est toujours difficile de mobiliser ce personnel enseignant de toute façon c'est difficile de mobiliser toutes les populations précaires hein déjà donc ça joue mais on en est toujours là il y a de coordonner l'action de ces précaires là et des autres précaires que sont les étudiants c'est toujours aussi difficile. Bah déjà, y a pas mal de freins à l'action collective des profs de par l'individualisation justement du fonctionnement de la recherche parce que genre ces histoires de facteurs calculés par rapport au nombre de citations ou d'appels à projets où les gens sont en concurrence alors qu'ils sont dans un même département ou ce genre de choses. Genre c'est pas nouveau, ça va être empiré largement avec la LPR mais ça existe déjà. Donc ça les incite peut-être moins à travailler ensemble, plus le fait d'avoir des équipes de plus en plus éclatées, des projets qui durent 3 ans, et puis après on change. C'est plus difficile de créer des collectifs. Puis après, les profs titulaires sont de manière générale assez difficiles à bouger, même quand ils sont de bonne volonté. Hein. Il y en a qui sont de bonne volonté, mais ils sont genre juste tellement à fond sur le fait de moi je vais faire ma recherche et mes cours que l'action collective, ça leur passe un peu au-dessus. Je sais pas, ils se rendent pas compte, qu'ils enseignent à des étudiants qui sont de plus en plus en difficulté face, au logement, même à bouffer. Après, il y en a, ils se rendent compte, mais je sais pas, ils sont scandalisés, ils râlent en conseil du FR, puis ils finissent par accepter la sélection parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, genre, à chaque fois, ils se font avoir au prochain truc. Enfin, on dit sacrifier des cours pour le budget sera mis pour avoir plus de TD en licence. Et puis après, on dit bah non, au final, réduisez les TD en licence pour avoir plus de trucs par ici. Et je sais pas. Et puis à un moment, ils signent une tribune, ils ont l'impression d'avoir fait un acte révolutionnaire et ils comprennent pas pourquoi Vidal elle écoute pas. Donc voilà. Et on a un problème avec les tribunes à gauche. Ça ne règle pas tout, les gens. Mais c'est vrai que ça donne bonne conscience. Oui, voilà, mais s'ils signent une tribune et que par ailleurs ils mettent des gens défaillants parce qu'ils ont été en manif et que du coup ils ont été absents et que du coup ils valident pas leur truc, par exemple, et qui refusent de ne pas. Salaud. Ouais, non, mais je sais tu pas. L'as bien fait. Enfin voilà, je sais pas. Je crois qu'ils ont pas encore découvert le concept de grève pour. Enfin, les profs titulaires, c'est un peu difficile à faire bouger. Et vu que ça pourra nuire à leur carrière aussi, vu qu'il y en aura toujours pour être plus zélés et prendre la place, bah aussi, j'imagine, ça doit les dissuader.
Bah ouais, on va peut-être passer aux questions de la salle. On peut revenir sur tout, hein, que ce soit Covid à la fac, que ce soit sur Duna, les questions de précarité en général, ou la LPR. Donc vous avez le micro sur la chaise au fond, hein, si les personnes veulent participer, vous pouvez vous passer le micro, mais pensez bien mettre votre masque s'il vous plaît ouais, en parlant dans le micro. le masque. On va pas clusteriser le circus. C'est bien, il y a un enthousiasme de... Non, c'est vrai que c'est terrible. Nous, on organise des circus. On est là, on va sur les problèmes en général, et donc on reçoit des gens qui nous disent ouais, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Franchement, gros problème. C'est la galère. Ouais, c'est la galère. Alors, les gens, ça vous inspire quoi, cette galère? Mais c'est vrai que c'est terrible. On est là, défaite sur défaite, année après année, et on n'a pas de perspective. En plus, là, il y a le contexte sanitaire qui rend le truc un peu plus compliqué, même sur le niveau des mobilisations. Enfin, je sais pas, au niveau des rassemblements ou des actions, comment ça se passe, mais ça peut être aussi utilisé. Les normes sanitaires comme répression contre le mouvement social, ça se fait aussi, ça s'est vu. Alors, je sais pas comment vous essayez de gérer ça en tant que syndicat sur mettre en lien ces normes sanitaires et la mobilisation. Dans les rassemblements voilà, qui ont eu lieu, par exemple, devant le Crous, c'est des questions qui se sont posées. Est-ce qu'on le fait quand même parce qu'il y a ce truc de précaution sanitaire? Bon, en vrai, on a fait le rassemblement. Je pense pas qu'on a respecté à 100% les règles sanitaires, mais bon, on l'a fait quand même. Mais bon, si, enfin, on a quand même une réflexion sur ça, sur comment on fait nos réus. C'est des trucs qui nous impactent, enfin, qui impactent beaucoup la vie syndicale, mais aussi associative, sur comment on fonctionne si on se voit pas. Après, ce qui est particulier, enfin, au rassemblement, peut-être, bon, c'est pas vraiment syndical, mais c'est qu'il y avait énormément de personnes trans rassemblées qui étaient très très vénères. Mais contrairement aux âgés où dès que les gens sont vénères, bah, je sais pas, ils font un blocus ou ils courent quelque part. Là, vraiment, les personnes on s'en fait tourner les numéros, sont échangés. Et au final, ce qu'il en ressort, c'est que bah, y a de nouvelles listes mail, il y a des futurs projets, il y a des gens de Montpellier qui nous disent bah voilà, on serait bien qu'on chaque ville fasse une réunion pour vraiment qu'on lance un peu un truc d'entraide communautaire. Parce que ce qui est particulier avec les personnes trans, c'est que on n'a jamais été vraiment super inclus dans les partis politiques, dans les grands mouvements sociaux. Mais il n'y a jamais eu aussi de mouvements trans autonomes. Mais enfin pas toto, mais vraiment autonome. Oui. Tu vois que derrière, en général, c'est chapeauté par les mouvements LGBT qui. Ouais, aussi. Ouais. Puis du coup, on a quand on s'organise, c'est beaucoup plus de l'entraide communautaire, qui est aussi une tradition historique de personnes trans de s'organiser pour pallier aux galères de logement, de santé. Bah, on peut pas se payer un psy, du coup, bah, on s'appelle entre nous, tout ça. Du coup, au moins, il y a ça qui est fait. Très bien, toujours personne qui veut intervenir. Ah si, quelqu'un, il y a une main qui s'est levée. Bah voilà, il suffit d'aller prendre le micro. Faut garder le masque, hein, je le redis. Et sur la chaise derrière toi. Ouais, que ce soit pour poser une question comme pour faire une observation. Alors du coup, moi, c'est mes une observation. préférés ceux-là. C'est pas tellement une question, c'est plutôt une observation. Oui, j'ai entendu toutes tes doléances sur la fac et ça me rappelle un peu tout moi à ton âge, il y a 10 ans. J'ai l'impression que ça n'a pas changé. Donc je me demande si c'est pas normal que ce soit comme ça, ou est-ce que ça va changer un jour, parce que ça, une fac qui a pas de moyens, qui a des profs un peu fumistes, c'est la fac. Tu y vas, toi. C'est la fac. Il n'y a pas de prof de fac dans la salle. Bah, ça se règle à l'octogone, ça. Bah, quand tu parlais de ton prof là qui voulait pas, qui est un peu chiant avec ses CM, bah c'est un peu tous les profs de CM un peu vieux que j'ai eu, quoi. Donc si ça peut te rassurer, c'était pas mieux avant. Et les profs de DD qui sont là parce que ils peuvent pas aller ailleurs, bah c'est la vie. Donc je pense quand même que oui, vas-y. Je vois pas trop comment ça peut changer tout ça, parce que pour moi ça fait partie du package de la fac, où t'apprends que dans la vie il y a des trucs qui sont un peu pourris et non mais t'en es presque à dire que c'est normal, quoi. Eh ben j'en suis à dire ça, en fait, c'est ça exactement. C'est parce un que peu de droite. je me dis c'est un moment où t'apprends que sortez-le. Ah. Sécurité, c'est de droite aussi. Merde. Non mais par contre, je pense qu'il y a vraiment, avec cet été, avec le confinement, etc., ce que tu disais sur le fait de pas avoir pu
travailler, parce que ce qu'on a constaté avec le Covid, c'est que les premières personnes qui ont perdu leur travail et leurs revenus, c'était les plus précaires, évidemment, donc ceux qui avaient des petits boulots, ceux qui avaient pas un CDI ou qui avaient des temps partiels ou qui travaillaient dans la restauration, un secteur qui a subi quand même un gros choc. Et les étudiants et étudiantes sont nombreux et nombreuses dans la restauration. Et que donc je pense que cette année, enfin moi, elle m'a l'air vraiment pire que d'habitude. Moi, ça c'est. Puis d'autant plus que je suis d'accord sur le constat que c'était pareil avant, qu'il y avait des choses qui revenaient, mais en fait ça s'aggrave. On peut regarder simplement certains chiffres comme l'argent dépensé par étudiant en France par l'État, par exemple, c'est en constante baisse en fait depuis plusieurs années. Et Donc, puis en plus c'est réparti très inégalement parce que même quand ils disent on change pas le budget, ou voire ils pourraient même dire qu'ils augmentent le budget, c'est pas sur la sociologie à Lyon 2 qu'ils vont augmenter le budget, c'est pour Sciences Po ou les grandes écoles ou je sais pas quoi. Donc même à ce niveau-là, mais je suis d'accord avec ce que disait la personne qui a disparu. De droite. Voilà, la personne de droite, sur le fait que les constats en eux-mêmes changent pas, mais ils s'aggravent. Mais c'est la même logique qui continue de s'aggraver à chaque fois, à chaque nouvelle loi, réforme, machin qui nous passe pour la fac, plus le fait que les effectifs étudiants augmentent beaucoup plus vite que les moyens. Donc voilà, ils sont là en mode on a augmenté les moyens, machin. Mais en fait, par étudiant, ça a baissé. Donc Puis je rappelle, voilà, il y a près de 1 million de personnes qui sont rentrées dans la pauvreté, qui sont passées sous le seuil de pauvreté ces derniers temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants là-dedans aussi, manifestement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des observations, alors si possible de gauche? Oui. Eh ben justement, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit la personne avant, parce que ça m'a un peu mise en colère dans le sens où je trouve pas que ce soit normal. En fait, c'est de pire en pire, comme tu disais tout à l'heure. Les profs de recherche, la recherche en sociologie dans les années 50. Enfin, franchement, Howard Baker, il passait 10, 15 ans à faire ses recherches, pas 3 ans. Enfin, donc c'est de pire en pire, vraiment au niveau des profs, au niveau des conditions. Donc et non, c'est pas normal. Je trouve pas que ce soit normal. Je pense qu'il faut faire. Moi, je suis un petit peu vieille maintenant, mais je pense que on peut compter sur vous, les jeunes. Faut que vous fassiez bouger un peu les choses là. Et puis j'avais pas de questions particulières. C'était. Non, mais au moins c'est de gauche. Bah ouais, mais moi. T'as pas menti. En plus, Howard Baker, je vous dis, pour rebondir sur votre vidéo de lundi dernier, parce que je l'ai grave kiffé en fait. Donc il a vachement Après, étudié, à cette époque-là, dans les années 50, la sociologie n'était pas encore un département à l'université. Ouais, et pourtant, enfin vraiment, ils ont mené, par exemple, voilà, Baker, lui, il a mené une étude sur les fumeurs de cannabis, qui a révélé que justement, en fait, tu peux être fumeur sans être détecté. Enfin, je veux dire, oui, tu peux fumer et que personne te rôde. Enfin, je veux dire. Il a vraiment étudié le milieu du jazz et du voilà. J'ai lu ce chapitre-là d'ailleurs en live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Sinon, venez en sociologie, vous allez le lire en live un bon paquet de fois aussi. Ça claque. Ouais, classique. Mais voilà quoi. Franchement, c'est pas normal du tout. Moi, ça me met en colère quand les gens ils disent que c'est normal que la situation des étudiants soit celle qu'elle est. Moi, quand j'étais étudiante, c'était l'horreur. Franchement, j'habitais à Saint-Chamond, je travaillais les week-ends, je faisais les trajets. Franchement, si j'avais pas fumé, justement, peut-être que je me serais claqué, tu vois. Franchement, non, faut arrêter, quoi. Voilà. D'accord, merci. C'était ma colère du soir. Très bien. Alors, il y avait d'autres personnes. Là, ça y est, les mains, les langues sont déliées. Non, mais c'est bien, ça faisait une introduction intéressante. Moi aussi pour réagir à ça. Bon, moi, je suis plus étudiant. J'ai plus suivi au moment de la mobilisation contre Parcoursup notamment, et le travail avant, mais ça touchait beaucoup moins les étudiantes. Mais justement, les constats qu'on a fait lors de l'instauration de cette sélection, bon, évidemment, Frédéric Vidal disait non, c'est pas pour sélectionner, rien du tout, etc. Bref, les constats qu'on posait, c'était que il y avait, on est passé des années 2000 à aujourd'hui 2020. Je sais pas si vous avez une idée de à quel point la population étudiante a augmenté. Je crois qu'on a à peu près doublé, quelque chose comme ça. On a 2,5 millions d'étudiants maintenant. Je sais plus, ça c'était les chiffres d'il y a 2 ans.
2 millions et demi, enfin sur une population de 60 millions, enfin 70 millions peut-être. C'est énorme. Par contre, les budgets alloués pour les universités, ils sont en moyen constant à peu près, ou alors ça monte timidement. Une fois quand c'est dégelé de temps en temps, une année sur 10. Mais les moyens sont constants. On avait calculé qu'il manquait 16 universités dans le pays. Alors que ce sont des chiffres, enfin je veux dire, c'est parfaitement calculable de savoir combien il va y avoir d'étudiants à l'université. Et il est même pas prévu d'en construire une. Ah oui, mais alors là, faut pas rêver. Mais enfin, la démographie elle est assez simple. Je veux dire, on sait combien de personnes vont passer le bac, on sait à peu près combien de personnes vont le réussir, on sait combien de personnes vont rester à la fac, redoubler, etc. Enfin, je veux dire, c'est facile à calculer. Et ben, il manquait 16 universités dans le pays. Voilà. Et ça s'aggrave. Et un deuxième aspect aussi, pour dire que non, c'est pas pareil qu'avant. Moi, entre le début de mes études et la fin de mes études, et en militant un petit peu, en faisant un peu de syndicalisme étudiant aussi, et il y a quelque chose que j'ai constaté qui m'a frappé énormément, c'est un plongeon, mais alors vraiment un plongeon de la santé mentale des étudiantes. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Des étudiantes, tu dis? Des étudiants et des étudiantes. Ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord. Les deux, pardon. Mais vraiment, il y a eu moi j'ai constaté un plongeon. Justement, peut-être, j'ai pas la liste des causes, mais en tout cas, l'augmentation du nombre d'étudiants pour un nombre un accès à la santé réduit, qui a pas bougé, pas plus de moyens, etc. Tous les facteurs font que il y a eu un plongeon de la santé mentale, principalement, et de la précarité, mais ça. Oui, il y a d'autres prises de parole. À moins que vous ne souhaitiez réagir là-dessus. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que l'accès à la santé mentale, c'est un peu une catastrophe et qu'il faudrait rembourser les psychologues aussi et interdire les dépassements d'honoraires et mettre des vrais services de santé dans les facs avec pas genre une psychologue et une psychiatre qui est là un jour par semaine pour 30 000 étudiants. En fait, ça marche pas. Là, il y a une constante, de toute façon, c'est comme ça dès le secondaire aussi. Il y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un là qui s'était fait poignarder dans un lycée il y a quelques jours à peine. Il se trouve que ce jour-là, il n'y avait pas d'infirmière, pas du tout. Donc du coup, les premiers soins ont dû être apportés par je ne sais plus, je sais plus qui était sur place, mais du coup, il n'y avait pas de personnel soignant sur le coup. Oui, alors d'autres prises de parole du coup. Oui, alors oui, vas-y, je t'en prie. Moi, j'avais une question parce qu'on a évoqué tout à l'heure la précarité étudiante, mais qui perdurait après les études. Et ça a été mon cas. J'ai eu mon master l'an dernier. Et le truc, c'est que j'avais pas assez bossé pour toucher le chômage. J'étais trop jeune pour avoir le RSA. Et la seule aide que je pouvais avoir, c'était la RPE. C'est l'aide à la recherche au premier emploi pour les jeunes diplômés, mais elle a été supprimée en janvier 2020. Donc je me suis retrouvé sans rien, sans beaucoup de perspectives. Bon, j'ai trouvé un taf de caissier maintenant, donc parce que j'ai le sens du timing, mais est-ce que ça fait partie des luttes des syndicats étudiants, parce que c'est un milieu que je connais pas très bien, mais la suppression de la RPE par exemple, j'en avais entendu parler nulle part. Oui, je l'apprends là. Voilà. Nous, pour le coup, de par notre définition de syndicat étudiant, notre point commun, c'est d'être étudiant, donc on est surtout sur les problématiques étudiantes. Et même là, on est déjà un petit peu débordé par le nombre de trucs à faire, donc c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à se tenir au courant de tous les trucs de merde qui se passent. Après, justement, l'avantage, c'est que en Solidaire étudiante, on est membre de l'Union syndicale solidaire, et du coup, par cette, je sais pas comment on dit Vous pouvez communiquer avec Sud PTT. Par le fait d'être membre de l'Union syndicale solidaire, justement, notre volonté, c'est de pas être juste sur du corporatisme étudiant, mais de, s'intéresser de manière générale à aller. On va dire à défendre nos conditions d'existence de tout le monde et aller vers une transformation sociale positive pour tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a oui, il y a toujours la revendication d'un salaire étudiant, c'est ça, pour Solidaire ou? Disons que c'est en débat en interne. Il n'y a pas forcément, pour l'instant, de position arrêtée. Il n'y a pas une proposition, quoi. Mais le fait est qu'on est pour plus de thunes pour les étudiants, oui, de manière générale. D'accord.
Après, la proposition théorique spécifique de salaire étudiant et de tout ce que ça pourrait impliquer, enfin voilà, parce que c'est pas une proposition qui sort de nulle part, elle s'inscrit dans une certaine tradition avec certaines revendications qui lui sont propres. Tout ça, ça, on aura peut-être cette discussion à notre prochain congrès, si on espère. Mais pour l'instant, en tout cas, on veut une augmentation des sous pour les étudiants. Très bien. D'autres personnes qui voulaient parler Alors, c'est pas une question. Bah, si, c'est une question un peu assez générale. Observation, mais assez avec une question derrière. En fait, c'est que sur les deux problématiques qui ont été abordées, mais du coup plutôt sur des problématiques générales de société. Est-ce qu'en fait, les deux, en gros, ce qui s'y ressort, c'est deux principaux problèmes de inertie. Je parle par exemple aux questions transgenres par rapport aux questions administratives, etc. En fait, une inertie de l'administration qui est fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de modifier les dossiers. On n'a pas le temps de faire ci, de faire ça. Et d'un autre côté, l'utilitarisme. En fait, on est bouffé par l'utilitarisme. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile maintenant ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça va produire quelque chose ? Est-ce que ça va générer quelque chose ? Est-ce que des études sociaux, est-ce que c'est utile ? On pourrait dire le court-termisme, parce que finalement c'est utile, la recherche fondamentale par exemple. Oui, on pourrait dire le capitalisme. Non, mais oui, d'un sens, oui, une espèce d'utilitarisme capitaliste à court terme, est-ce que ça produit quelque chose ? Et du coup, ces deux questions, inertie et utilitarisme, qui sont, à court terme, capitalistes, qui sont si bien ancrées, je le vois moi dans mon entourage, de certaines réflexions, qui sont ancrées en fait dans les esprits. D'esprits gavés à capital et zones interdites, qui ne voient que des fraudeurs et autres. Voilà, c'est que et qu'en fait on ne peut pas faire. En fait, vraiment des esprits qui sont aujourd'hui bloqués par le fait qu'on ne peut pas faire autrement. C'est terminé. C'est arrêtez d'espérer, arrêtez de rêver. Maintenant, trouvez-vous un boulot et foncez. Et advienne que pourra, essayez de faire en sorte de pas vous noyer. Faites en sorte d'être le dernier à vous noyer en fait. C'est plutôt c'est cet esprit-là en fait qui est une espèce d'esprit d'abattement général. Je dirais que si c'est ce que les gens ont entendu toute leur vie comme discours, il y a assez peu de chances qu'ils pensent autre chose, malheureusement. Et que aussi, quels sont les intérêts des personnes qui prennent les décisions. Et clairement, c'est pas les personnes les premières concernées par ces décisions. Genre, c'est pas les travailleurs qui prennent les décisions de comment va s'organiser l'économie. Enfin, à l'échelle d'une entreprise, ça va être les actionnaires, par exemple. À une échelle plus générale, ça va être quoi, le MEDEF, qui regroupe les patrons, et certainement pas les personnes qui subissent ces conditions. Pareil, au niveau politique, on va dire, c'est pas forcément les mêmes intérêts qu'a Emmanuel Macron ou n'importe quel autre ministre, parce que genre c'est pas un problème personnel ou quoi. Genre, quel intérêt elle a, Vidal, elle, personnellement, à aller dans le sens des intérêts étudiants ? Par contre, je pense qu'elle a pas mal d'intérêt à aller dans l'autre sens, voilà. Donc, en gros, pourquoi ils feraient de l'altruisme alors que leur intérêt va ailleurs ? Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on s'organise pour défendre nos intérêts et qu'on les oblige. Peut-être, je sais pas, qu'on les destitue et qu'on arrête d'avoir des gens qui décident pour nous, mais là je vais peut-être un peu loin. Personnellement, je serais plutôt du côté d'Emmanuel Todd dans la question en disant qu'ils sont stupides. Voilà. Alors, moi je dirais pas qu'ils sont stupides, je dirais juste que quand tu répètes tout le temps à une personne que tel truc est la vérité, bah forcément, comment tu veux qu'ils pensent autre chose que le fait que c'est la vérité ? Beaucoup, je pensais pas les gens, je pensais ceux qui donnent les ordres. Ah non, pour le coup, je pense qu'ils sont pas du tout stupides. Je pense qu'ils défendent leurs intérêts et qu'il suffirait pas de mettre des personnes intelligentes qui à leur place. Vraiment, pour le coup, c'est pas. Je pense pas que ce soit une histoire. Enfin, ça peut faire des punchlines sympas à la radio quand t'as 1 minute 30 pour expliquer ton truc. Donc genre. Genre non mais ça clash Emmanuel Todd ici. Non mais voilà, genre je connais pas ses travaux, je le connais encore moins personnellement, donc j'irai pas le critiquer et voilà, à la radio pour faire sortir le fait qu'une idée absurde, ça peut être une punchline intéressante, mais je pense que le fond du problème, c'est pas c'est les structures familiales.
C'est cadeau, ça. Bon, donc. Ils sont empêchés. Voilà, Non, mais il y a ce que tu dis, toi, du coup, c'est que, bon, au-delà de la fausse conscience et des trucs comme ça, il y a aussi un système qu'on peut appeler, quand tu disais Vidal, elle va faire quoi après? Elle a fait quoi avant? Il y a un système de corruption aussi, généralisé chez les élites, qui y trouvent tout à fait leur part, leur truc intéressant. Je sais plus, putain, hier, je regardais Elisabeth Borne, notre ministre du Travail. Je connaissais même pas son nom. Je sais le dire, j'avais oublié que c'était elle, moi. C'est notre ministre du Travail. Et alors, figurez-vous qu'elle avait bossé chez Eiffage. Mais tu sais, je regardais, elle passait chez Bourdin, donc je regardais on s'éloigne un peu. Je suis désolé, mais je finis mon anecdote sur Elisabeth Borne. Elle passait chez Bourdin, et donc moi, je lis la fiche Wikipédia, tu vois, comme un con, parce que Elisabeth Borne, on la connaît pas si bien que ça. Je vois qu'elle a bossé chez Eiffage pendant quelques années, vous savez, Eiffage, BTP, machin. Et ensuite, je vois qu'elle a aussi rendu un rapport à un moment sur la privatisation des autoroutes, en disant qu'on pouvait rien faire et que de toute façon les leviers de l'État, voilà, un rapport qui disait bon, évidemment ils se gavent, là c'est vrai, ils se gavent, mais on peut rien faire parce que l'État machin. Évidemment, Eiffage exploite les autoroutes. Donc ça s'appelle un système de corruption aussi à un moment, assez largement. Bref, mais voilà. Bon, après il y en a, ils sont cons aussi, hein, c'est vrai aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres observations, un point de vue sur Emmanuel Todd Oui, moi. Oui, vas-y. J'adore Emmanuel Todd, mais au-delà de ça, j'aimerais juste... je suis désolée, je vais être critique, parce que ça fait un moment que je viens ici, un moment que je suis politisée et tout. En fait, je suis fatiguée parce qu'on est toujours dans le constat, et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la solution, et d'accord, ok, c'est de plus en plus la merde pour tout le monde, mais du coup, on fait quoi? Parce que tout ce qu'on fait depuis plusieurs décennies maintenant, à l'évidence, ça marche de moins en moins. Au-delà du fait que ça marche pas, c'est que ça marche de moins en moins. Donc, on fait quoi? Pourquoi est-ce que les étudiants ne réclament plus de salaire étudiant, en fait? Là, je suis surprise d'apprendre ça, en fait. Pourquoi est-ce que les réclamations sont même de moins en moins importantes que ce qu'elles ont été? Et je suis hyper critique vis-à-vis de ça parce que je me sens très très frustrée de pas sentir de solutions qui émergent de tous ces constats qui se font tout le temps dans le milieu militant, dans le milieu politique de gauche. Et je me pose vraiment cette question on fait quoi du coup? Enfin, surtout en ce moment, on peut même plus manifester. Donc, comment est-ce qu'on s'organise? Et est-ce que quelqu'un a, je sais pas, une idée, quelque chose qui vient à l'esprit? Je sais pas, juste quelque chose. Souvent, les circus se terminent sur mais comment on change les choses et la révolution, une idée légitime. Bah après là, le problème c'est que vous avez invité des syndicalistes. Du coup, on va probablement dire un truc du genre syndiquez-vous et faites du développement syndical. Et plus on sera nombreux et nombreuses à être organisés, plus on aura de. Mais je pense qu'ici, collectivement, on est déjà nombreux à être organisés, on est déjà nombreux à faire des choses, mais pour autant ça marche pas. Donc est-ce qu'il faut pas penser à d'autres choses en fait? Est-ce que je sais pas. Enfin. Je sais pas, je me pose cette question-là, et si quelqu'un a un élément de réponse, une idée, un truc qu'on pourrait faire. Il faudrait gagner les élections déjà de temps en temps. Mais bon. Ouais, je sais pas, pour te répondre déjà, moi je connais pas du tout le milieu étudiant, je suis jamais allé, la fac, tout ça. Du coup, il y a plein de termes qui me dépassent un peu, hein, mais et de processus que je connais pas. Et ça me fait penser, c'était la loi de Vaquet, il y avait un documentaire intéressant qui s'appelait les LEP électroniques, là, tous les gens qui font des apprentissages et qui sont un peu relégués. Quand on parle d'étudiants, souvent on parle d'une certaine, je vais pas dire élite, ça va faire grincer des dents, mais de gens qui ont un capital culturel important. Et du coup, pour peut-être des éléments de réponse, peut-être regarder dans le passé, moi je me souviens du CPE, où il y avait des tentatives, plus ou moins, d'essayer de rallier d'autres terrains de lutte sur les sans-papiers. Alors je sais que dans les facs, a priori, ça doit se faire avec les étudiants étrangers. À Lyon, il y a eu il y a eu l'Orphized et puis d'autres gens qui ouvraient des lieux. Mais après, comment le microcosme étudiant arrive à s'intégrer dans une lutte globale finalement, à la fois locale et en même temps sortir de ce petit microcosme qui pourrait mettre à la marge quand même pas mal de gens qui sont jamais allés à l'école ou qui ont fait des études parallèles, qui sont pas rentrés dans la politique, en tout cas par ce biais-là. C'est très intéressant. Une question que je pose en même temps. C'est une très bonne question. Oui, un mouvement de jeunesse en général, quoi. Déjà, je vais encore avoir une réponse de syndicalisme, mais la fameuse convergence des luttes, personnellement, là où
je la vis le plus, on va dire, bah c'est justement au sein de l'union syndicale, parce que c'est là que ont lieu, enfin je dirais pas que il y a jamais de luttes qui ont lieu en dehors, mais quand même les luttes concrètes, enfin de gens qui gagnent des droits à leur travail, qui ont quand même un endroit important, vu qu'on passe quand même la majorité de notre temps éveillé là-bas généralement. Plus, enfin sans parler niveau, puisqu'on parlait de sans-papiers, la CGT fait généralement quand même des luttes de régularisation de personnes sans-papiers qui généralement fonctionnent assez bien. Donc, enfin voilà, généralement la convergence des luttes, elle se fait par la base justement en militant au quotidien, en se soutenant dans des luttes mutuellement, ce genre de choses, avant tout plutôt que en étant appelé. Enfin voilà, des gens hors sol qui appellent à la convergence des luttes, généralement ça donne pas grand chose, mais genre je sais pas, elle se construit organiquement par la base quoi. Après pour les autres jeunes, tout ça, je sais pas si ça a dans l'absolu une pertinence particulière d'avoir un mouvement de jeunes, vu que la jeunesse ça regroupe plein de trucs, et peut-être que des jeunes qui sont pas étudiants, qui sont juste salariés dans leur truc, ils ont plus intérêt à avoir, quitte à avoir un truc sectoriel, que ce soit un truc avec les autres gens qui partagent leurs conditions. Pour toi, oui, ça c'est une réponse aussi de sociologue. C'est-à-dire la jeunesse, c'est pas une catégorie, quoi. Alors, la jeunesse n'est qu'un mot, comme disait l'autre. L'autre, c'est Bourdieu, pour ceux qui ne sont pas sociologues. On a quand même attendu 1 heure avant de parler de Bourdieu pour des gens de Lyon 2, c'est pas mal quand même. Mais oui, voilà, c'est peut-être plus pertinent de se rassembler sur nos conditions plus que sur notre année de naissance ou ce genre de choses, quoi. Après, voilà, pour avoir un mouvement global, du coup, intergénérationnel, je sais pas, secteur, il faudrait déjà avoir des mouvements sectoriels développés pour qu'en plus il y ait des trucs à faire converger, quoi. Bah, on a eu des débuts de lutte intersectorielle pendant le mouvement contre la réforme des retraites, hein. Il y a eu des trucs intéressants qui se sont passés, je trouve, mais malheureusement ça a un peu été tué dans l'œuf par la crise sanitaire, quoi. Moi, ce que je propose, c'est que, bah, vu qu'on ferme à 22h, on va s'arrêter là. Et du coup, on a quand même le temps de boire un coup ensemble avant de se faire virer, avant que ça ferme. Ça vous va ? Pour ce qui est des consignes, bah, comme d'habitude, bon, vous gardez votre masque, sauf si vous buvez. Oui. Ouais, non, donc. Voilà. Buvez à travers le masque. Restez bien devant. Si vous allez fumer, voilà. Restez bien devant l'aquarium. Évitez de traîner devant après aussi, s'il vous plaît, après la fermeture, parce que on n'a pas envie qu'ils se fassent balancer par les voisins, que disant il y avait des gens devant après 22h. Ouh là là. Voilà. Ils étaient ivres. Il est possible que cela se passe, et mettez bien les mégots dans les cendriers qui sont à votre disposition. Merci. Sur le bord des fenêtres. Voilà, je crois que c'est tout pour les conseils. Merci à vous deux merci aussi. Merci à toutes les deux d'être venus, en tout cas. Et bah merci à vous aussi d'être venus. Vous étiez nombreuses ce soir. Merci aux personnes qui nous regardaient aussi sur Internet, sur le web, sur la toile. Voilà. Merci. Donc abonnez-vous évidemment. Et ben merci. Bonne soirée. On s'applaudit. Allez.